Et donc c'est André qui va vous présenter, il y a un gros travail, imaginez, de recueil de votre part. Et puis après, une fois qu'on a récupéré toutes vos données, ensuite il fallait qu'on les mouline. Et on va vous dire un petit peu ce qu'on a trouvé, c'est vraiment très intéressant. Et du coup, je vais laisser la parole à André. Bien, merci Alexandre. Ah, bah ouais, peut-être. Ouais. Donc, surtout, je veux remercier à tous les chirurgiens, les 27 qui ont participé à cette étude, déjà avoir repéré tous ces patients et aussi faire le travail de recueil de données qui n'était pas si simple que ça, et nous les envoyer pour qu'on puisse étudier tout ça ensemble. Donc, je voulais vous présenter les quelques résultats qu'on a réussi à tirer de cette étude. Donc on a réussi à inclure 879 chirurgistes, donc 27 chirurgiens. Et donc là, au niveau répartition, on va prendre l'épidémiologie classique, donc on va dire c'est presque parité. Concernant la répartition sur l'âge, on voit très bien que ça correspond à une pathologie autour de 70 ans. Et on ne fait pas tout et n'importe quoi, donc ça correspond à la pathologie qu'on inclut, les membranes, les diabétiques, les occlusions veineuses. Si on regarde en fonction des étiologies, donc majoritairement c'était des patients qui avaient une membrane épirétinienne, une traction vitromaculaire. Vous voyez aussi que vous avez des occlusions veineuses avec un œdème maculaire, les patients diabétiques, quelques patients d'Irvingas ou qui ont eu des membranes secondaires au laser ou pose des colmorétines. Principalement, ça reste les membranes et les tractions vitromaculaires dans notre étude. Sous le statut de cristallin moite-moite, pseudo-FAC et FAC, il y a quelques cas de la FAC, mais c'est à peu près moite-moite. Et parmi ces patients-là, on a eu des patients qui ont eu des injections intravitrines avant. Et on va regarder ceux qui ont eu une injection intravitrine d'anti-VEGF, donc vous avez la répartition, il y a quand même des patients, pas beaucoup sur les 600 et quelques, mais il y en a quand même des membranes qui étaient injectées, des tractions vitromaculaires, je pense qu'ils ont pensé que c'était notre plasmide, des occlusions veineuses et des diabétiques qui avaient des injections de anti-VEGF. Si on regarde la répartition en fonction de nombre, on voit que principalement, c'est, on va dire, des doses de charge, il y en a pas mal, 14 de patients qui en ont une seule, voilà, ça tourne autour d'un, mais vous voyez qu'il y a un patient qui a 38 qui est avant de passer à la chirurgie. Mais la grande majorité, où ils ont eu entre 1 et 8 injections anti-VEGF. Il y a d'autres types d'injections intra-opératoires qui ont été notées, donc le Zurdex, les corticoïdes, pareil, une dizaine de membranes, une dizaine de patients qui ont eu un Irvingas, et quelques diabétiques et des occlusions veineuses qui ont eu des injections. Et si on regarde le nombre, la grande majorité, ils ont une seule injection de corticoïdes en intra-utérien, avant la chirurgie. Mais il y en a aussi qui ont eu un paquet, 7 à 12 injections avant de passer à la chirurgie. Donc ça, ces diapos, pour moi, il est très intéressant, on pourra discuter après. On a évalué sur les patients qui ont des injections intravitrées préopératoires, on voit qu'on a à peu près un quart qui s'améliore. Plus de la moitié sont stabilisés et vous avez 20% qui s'aggravent avec les injections. Vous avez un quart uniquement qui s'améliore avec les injections. Donc après tous ces patients-là, on a regardé l'acuité visuelle était en moyenne préopératoire inférieure à 4 dixièmes, c'est en 44 colomars, et l'épaisseur moyenne maculaire, c'était de 422 mm. Donc ça, c'est la répartition de l'acuité visuelle en fonction de l'épaisseur. On voit très bien que si l'épaisseur n'est pas très faible, l'acuité n'était pas très bonne, probablement il y a une composante systémique avec un peu d'atrophie. L'acuité est restée autour de 4 dixièmes, un peu mieux peut-être, et plus le démil est très important, l'acuité visuelle chute. La prise en charge sur l'ensemble des patients, le délai entre le diagnostic et la prise en charge chirurgicale, c'était de 7 mois et quelques pour les patients qui n'ont pas eu d'injection intravitrine, et un peu plus long, de 13 mois pour les patients qui ont eu des séries d'injections intravitrines, avec des intervalles de 1 mois à 64.
Concernant la prise en charge chirurgicale, donc on voit qu'il y a principalement une prise en charge ambulatoire dans 2/3 de cas pour ces patients-là. Et concernant la technique chirurgicale, la grande majorité des patients, ils ont une vitrectomie postérieure limitée avec un pelage de la vessie des membranes. À peu près 20%, un quart, c'est une vitrectomie élargie et un petit pourcentage de vitrectomie complète associée au pelage de membrane et de l'alimentation interne. Concernant la machine de vitrectomie qui est utilisée, donc on voit que principalement c'est une type de contrôle de débit dans 80% de cas, et le reste c'était des denture. La répartition en fonction du système de vitrectomie, quel type de gauge, on voit qu'il y a une prépondérance pour le 25 gauge, et à peu près 27 et ensuite 23 gauges. 25 gauges, c'est ce qui est utilisé principalement dans ces chirurgies. À la fin de la chirurgie, l'ensemble des chirurgiens, ils ont noté s'ils ont mis ou pas un tamponnement, c'est du gaz ou de l'air simplement, on l'a vu ensemble. Donc, on voit que la majorité des cas, à peu près 55%, ils utilisent un tamponnement, soit par air, soit par gaz. Les autres non, pas de façon systématique. Répartition en fonction de colorant, donc principalement c'est le diplomatie, le dual bleu, le ULM et ainsi de suite. Ça c'était pour avoir une idée. Et on va passer ensuite, une fois qu'on a regardé quelque part les techniques et quel type de chirurgie on fait, on va regarder vraiment les résultats. Et concernant la chirurgie, tous les patients confondus, on voit qu'à 2 ans, on a recueilli l'acuité visuelle à 3 mois, 6 mois, 1 an, etc. Et on voit que l'acuité visuelle s'améliore de 2 lignes, partant de 4 dixièmes, et on monte à 6 lignes. En moyenne, donc pour l'Augmar, il gagne 2 lignes, et ça, c'est tous les patients confondus. Ça, c'est statistiquement significatif. Et pareil, on voit que l'épaisseur maculaire, elle, diminue au fur et à mesure du temps. Donc, il faut être patient avec l'OCT, il ne faut pas s'inquiéter qu'au 6 mois, il reste un petit peu de jet, ou le DEM, etc. L'évolution, elle est progressive sur 2 ans. Ça continue. Donc, les patients s'améliorent sur l'acuité visuelle, mais aussi sur l'OCT, avec une différence entre la fonction et l'anatomie. On voit très bien que l'acuité visuelle, ça s'améliore différemment en fonction de l'acuité visuelle de départ. Donc, si l'acuité visuelle était très basse, les patients ils peuvent gagner jusqu'à 8 lignes. Et donc, globalement, en moyenne, on voit qu'ils gagnent 2 lignes pour les autres acuités visuelles. Et là, on a schématisé ici, dans ce tableau, l'acuité visuelle en fonction de l'épaisseur. On a vu effectivement que tous les patients ils gagnent en moyenne 1 ligne. On a ce groupe-là, plus de 600 microns, c'est des patients qui avaient des acuités assez basses, qui s'améliorent un peu plus, donc l'évolution est un peu différente par rapport aux autres. Mais globalement, ils s'améliorent tous dans le temps. L'acuité visuelle finale dépend aussi de l'acuité visuelle finale. Donc, les patients, quand vous les opérez autour de 3 à 4 dixièmes, 5 dixièmes, ils améliorent entre 2 et 8 lignes. Forcément, si vous commencez à opérer les patients à 7-8 dixièmes, ils vont avoir des meilleurs résultats d'acuité visuelle finale, même si ça améliore un tout petit peu moins, un peu moins de 2 lignes. Il y a des patients qui partent avec des acuités à compte les doigts, même si ça améliore pas mal, en moyenne, ils arrivent à 1 ou 2 dixièmes. Ce slide, pareil, on va comparer par rapport à l'autre. Je vous ai dit ce qui m'a beaucoup parlé. Si vous voyez ici, vous avez 70% des patients, tous patients confondus, même ceux qui ont eu déjà des injections, après la chirurgie, ils s'améliorent. Amélioration, on a considéré une augmentation de l'acuité visuelle d'une ligne ou plus. S'ils étaient stables ou ils amélioraient moins de lignes, ils étaient considérés stables. Donc vous avez ici 22% des patients qui restent stables et uniquement 7% qui s'aggravent, qui perdent plus de lignes. Donc, par rapport au DVD, vous avez une amélioration décrite par les patients pour ces pathologies qui n'arrivent à représenter que 20 quelques pourcents. Et si on compare ici l'acuité visuelle de départ, les patients qui ont eu des injections intravitrales et les autres qui n'ont pas eu, c'est à peu près comparatif au départ, mais on voit que ceux qui ont eu des injections s'améliorent un peu moins, à peu près 1 dixième sur l'évolution.
Les autres, qui n'ont pas eu d'injection intravitrée, qui s'améliorent de 2 lignes ou plus. Après, c'est étudier, voir quels sont les effets. On regarde tout ça. Ce qui est important aussi, ici, vous avez, donc, on voit que les patients qui ont des injections intravitréennes, même si on les opère, ils s'améliorent, de 1/10. Mais vous avez ceux qui s'améliorent, c'est la moitié, mais vous avez des gens qui s'aggravent, qui restent stables. Donc ceux qui n'ont pas eu d'injection intravitréenne, vous avez 80% des cas des patients qui s'améliorent. Stabilisés 20 cas, et très peu de 7% qui s'aggravent. Et si on va essayer d'étudier un tout petit peu plus en détail l'évolution en fonction des pathologies ou si on a fait ou pas des injections, on va prendre par exemple dans les occlusions veineuses, on voit que dans l'évolution, donc ça c'est de l'amélioration ou la perte en ligne, ceux qui ont eu des injections au sang, on voit qu'il y a une différence. Les gens qui n'ont pas eu d'injection, qui ont eu que la chirurgie, même dans les cas d'occlusion, ils améliorent de ligne, entre 0,3. Dans les diabètes, pareil, 3 lignes, 0,4. Dans les membranes, 0,4. Et dans les tractions, c'est peut-être le DPV par là. Donc ils améliorent. Ça reste dans les moyennes de 2 qu'on a vu sur l'ensemble des patients. Les patients qui ont une chirurgie seule, ceux qui ont une injection, ils s'améliorent d'une ligne au bord de moins, en fonction de la pathologie. Si on regarde en détail, ça c'est quelque chose qui est important de regarder sur l'OCT préopératoire, donc c'est des biomarqueurs qui appellent ça, etc. Si vous avez des œdèmes macrokystiques, ce n'est pas l'ensemble des patients qui ont ces détails, mais on voit qu'ils s'améliorent un peu mieux que ceux qui ont des microkystes avec des organisations de la structure interne de la rétine. Souvent, ces patients qui ont des macrokystes, ils ont quand même la ellipsoïde qui n'est pas altérée. Donc, le fait d'enlever la membrane, ça diminue l'œdème et la fonction s'améliore un peu. C'est ce qui ressort d'ici, et si vous regardez à l'OCT, vous avez une membrane avec une kyste, mais vous avez l'ellipsoïde qui n'est pas altérée, forcément il s'améliore un peu plus qu'au début. Si on regarde maintenant entre les patients qui étaient FAC ou pseudo-FAC, ce qui est intéressant ici, c'est que globalement, les patients FAC qui gagnent 2,3 lignes, les patients pseudo-FAC qui gagnent 2 lignes. Sachant qu'il y avait des patients qui avaient effectivement déjà une cataracte. Et si on va défalquer les patients FAC, ceux qui ont une chirurgie combinée entre ceux qui ont une vitrectomie seule, il n'y a pas beaucoup de différence. Si vous faites une chirurgie combinée, je retire l'éventuelle cataracte qui est là, il gagne 2,3, contre 2. Sachant qu'il y en avait une cinquantaine, une soixantaine déjà avec une cataracte opératoire, on a pas mal, on verra tout à l'heure. Et maintenant, on a vu déjà tous ces résultats. Ils sont encourageants et on a effectivement la chirurgie pour les œdèmes ou pour les membranes c'est efficace. On va regarder quelles sont les complications. Si on regarde pareil chez les patients FAC contre les pseudo-FAC, on voit qu'il y a une différence au niveau des complications type décollement rétine. Vous avez presque 2 fois plus de décollement rétine chez les pseudo-FAC contre les patients qui sont FAC. Le niveau des chirurgies, c'est un peu différent à voir. La question, est-ce que dans la cohorte des patients qui sont FAC, la chirurgie combinée, est-ce qu'on a des arguments pour ou contre? On a vu qu'au niveau d'acuité visuelle, ça fait à peu près la même chose, de 2, de 3, donc ça fait bien pareil. Les patients qui n'ont pas eu de chirurgie combinée, ils ont à peu près 2% de décollement. Un tout petit peu plus dans les chirurgies combinées, pas énormément. Mais ce qui est étonnant, c'est que sur les patients qui n'ont pas eu de chirurgie, déjà il y en a quelques-uns qui avaient une cataracte préopératoire. Donc on peut dire que l'acuité visuelle s'améliorait un peu moins. C'est intéressant, est-ce que le fait d'enlever le cristallin, la capsulotomie, dans l'étude, à réfléchir, est-ce qu'on a des arguments pour faire ce type de chirurgie combinée? Et maintenant, on va analyser les complications. On a regardé, on va dire, qu'est-ce qui se passe? On a vu qu'il y a la grande majorité qui fait une chirurgie limitée, postérieure, avec l'enflage, quelques-uns, à peu près un tiers qui font une chirurgie vitrectomie élargie, et quelques-uns qui font une chirurgie vitrectomie complète. On a vu que le taux de complications augmente. Plus vous augmentez vers la base du vitraire en faisant votre chirurgie.
Vous avez 2% dans le cas de chirurgie limitée postérieure, qui monte à 3 jusqu'à 7% dans les chirurgies les plus complexes. On va essayer de voir, est-ce que, en dehors de la technique chirurgicale et le type de vitrectomie, est-ce que le fait d'utiliser telle ou telle machine ou système de vitrectomie, ça peut influencer les résultats et surtout les complications. Au niveau des complications, on voit qu'au niveau des complications type d'écoulement rétine, vous avez à peu près 3% si vous utilisez une machine avec un contrôle de débit, et ça monte jusqu'à 6% dans notre étude, dans le cas d'utilisation d'un bon type. Ici, si vous regardez en fonction du système de vitrectomie, on a l'impression que dans les patients, il y en a souvent 63, en 23 gauche, qui ont très peu de décollement rétine, et que dans le reste, ça remonte à peu près à 3-4%. Le fait d'utiliser 25 ou 27. Après, est-ce qu'il y a un biais de, on va dire, dans ceux qui font 23 gauche, des chirurgiens plus expérimentés ou pas, à voir. On va étudier un peu plus ça. Et donc, si on essaie de combiner l'ensemble, dire la machine et le type de système de vitrectomie, on voit la même tendance, c'est qu'en 23 gauche, avec un contrôle de vie, très peu de complications, autour d'1%, ça monte à 3-4% dans les autres cas, et que dans le système Venturi, vous avez effectivement jusqu'à 6% de décollement rétine, comme différemment des gauches. Oui. En plus, si on va analyser la machine, le système de vitrectomie et la qualité de votre vitrectomie, on a l'impression que ceux qui font une chirurgie limitée avec une machine à contrôle de débit en 23 gauche, ils ont très peu de décollement rétine. Dans les autres cas, ça monte à 3-4%. Ça peut monter jusqu'à 6% dans le cas de Venturi. Et vous avez une synthèse ici de tout ça. Et vous regardez cette partie du tableau, vous avez très peu de complications de décollement rétine si vous faites une chirurgie avec une vitrectomie limitée, postérieure au contrôle de débit. Chez les femmes ou chez les pseudo-femmes. Ce risque, il augmente plus vous vous approchez de la périphérie dans les cas des femmes. Et d'emblée ici, chez les pseudo-femmes, il y a un taux plus important de décollement rétine. À voir, à discuter après, à débattre, quelles sont les raisons pourquoi vous avez d'un seul coup de 1%, vous montez à 5-6% de décollement rétine, même en contrôle de désir, plus vous arrivez en périphérie, plus vous avez des décollements. Est-ce que le statut pseudo-fat ou la chirurgie combinée, c'est un risque plus important à avoir? Et comment faire pour limiter ce type de complications? On va parler aussi du fait qu'on a vu que presque plus de la moitié, enfin 55% utilisent un tamponnement. On a vu qu'au niveau de l'acuité visuelle, semble que c'est un peu mieux le fait de tamponner, parce que ça a un effet sur les métamorphoses ou sur l'œdème, 2,4 mais on a plus de complications, type décollement rétine, que le fait de mettre une bulle de gaz dans une vitrectomie, dans un œil, vous avez une vitrectomie peut-être postérieure ou partielle, à voir quelle est la solution pour limiter ce type de complications, parce qu'on voit très bien dans l'étude, si on prend les cas compliqués, c'est eux qui ont perdu plus de lignes. On va un peu les statistiques. Si j'essaie de résumer quelques points, effectivement la chirurgie, vitrectomie et pelage de membrane, fait de la limite interne, elle est efficace et avec une amélioration de 2 lignes de l'acuité visuelle. On a vu que les injections intravitrales retardent en moyenne de 6 mois la prise en charge chirurgicale, qui peut être délétère, parce qu'il gagne une ligne contre 2 lignes dans le cas de chirurgie seule. On a vu que le tamponnement par air ou gaz pourrait être bénéfique sur l'acuité visuelle, la relation visuelle, mais on compte le risque de décollement rétine, on peut perdre la balance. Et concernant les complications liées à la vitrectomie, on a vu que les machines à contrôle de débit, peut-être le 23 gauche, et surtout la vitrectomie postérieure, diminuent le risque de complications décollement rétine, des choses opératoires ou hémorragie.
la chirurgie combinée chez les patients FAC, cataracte et vitrectomie, ou la vitrectomie seule chez le pseudo-FAC, a plus de risque de décollement rétine. Il faut voir pourquoi le fait d'être pseudo-FAC ou rendre le patient pseudo-FAC est responsable de plus de décollement rétine. La vitrectomie élargie complète chez le pseudo-FAC, ça permet peut-être de détecter des déchirures et les traiter rapidement au péropératoire. Donc, à voir est-ce qu'il faut adapter la technique en fonction du statut cristallin de notre patient. Et on a vu que chez les patients FAC, la vitrectomie postérieure limitée, ça a des très bons résultats visuels, mais surtout avec très peu de complications, type décollement rétine, et ça retarde aussi l'apparition de la cataracte. On a vu que les patients avec une chirurgie postérieure, la phago, elle arrive très tard ou très vite. Et donc avec toute cette étude-là, je voulais qu'on va ensemble, pas seulement les chirurgiens qui ont participé à l'étude, on va ensemble, comment on va changer notre conduite à tenir, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette étude-là, de ces résultats-là. Je trouve que c'est une étude très importante, avec presque 900 cas, 27 chirurgiens. Il y a très peu d'études de ce type sur les membranes ou sur les deuxième maculaires. Donc je voulais vous faire participer et qu'on retire ensemble. Je ne voulais pas tirer moi une sorte de guideline ou des consignes à vous faire et qu'on partage ensemble pour sortir d'ici avec peut-être des nouvelles stratégies qui sont meilleures pour nos patients. Est-ce que dorénavant, est-ce que vous allez hésiter d'opérer un patient qui a une membrane? De l'opérer de quoi? De l'opérer de son pied peut-être, mais orthopédiste, mais on reste toujours dans la vitrectomie, pelage de membrane et la limite interne. Est-ce que vous allez l'hésiter dans ce sens, la question se posait, est-ce que vous allez lui proposer une chirurgie, vous lui proposez des injections ou la surveillance? Quand ça? Sur un 9/10e avec une membrane, je serais prêt à l'opérer. Globalement, est-ce que vous considérez que la chirurgie, c'est thérapeutique efficace, ou vous arrêtez juste, vous dites, bah, écoutez, je vous opère jusqu'à un moment pour arrêter la dégradation, ou on peut leur dire que c'est mieux? Dans les tractions vitromaculaires, est-ce que vous pensez que la chirurgie, c'est quelque chose qui est faisable? Et effectivement, on va voir, est-ce que dans les occlusions veineuses, ou dans le démaculaire diabétique, la chirurgie, vous allez hésiter d'opérer ce type de pathologie ou pas? Qui dans la salle opère des thromboses veineuses, des œdèmes sur thrombose veineuse? Okay. Qui les opère pas? Jamais. Il y a quand même une majorité qui opère. Pas en première intention. Et peu. Ça existe peu. Avec membrane ou sans membrane, Alexandre? Sans membrane, avec œdème. Et chez les diabétiques, j'imagine que c'est un peu pareil. Qui va opérer les patients avec œdème maculaire diabétique? Sans traction, sans membrane, ok. Et qui va gêner, enfin, qui ne le fait pas? Ok. C'est pas pareil. Qui est médico-chirurgical? Oui. Parce Qui que oui. quand on est que chirurgical, on opère ceux qu'on nous envoie. Et ceux qui sont injectés, on ne les voit pas avant de savoir pourquoi ils nous les envoient. On n'a pas toute l'histoire. Après, tu as d'autres questions Après, pour l'Irvingas, c'est une question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui hésite d'opérer ce type de pathologie? Vous allez faire un traitement médical, des injections intravitréennes d'abord, ou vous allez passer à la chirurgie d'emblée? Oui. Oui, excuse-moi. Ma publication sur le traitement chirurgical des IROGAS, c'est en 87 à l'ESFO. Elle est toujours finalement d'actualité, c'est qu'en fait, j'opérais les IROGAS après échec du traitement médical. À l'époque, il n'existait pas les anti-EGF, donc on peut peut-être essayer une injection anti-EGF, mais il ne reste que si à mon avis tu as un Irvingas qui ne cède pas au traitement médical, c'est qu'il y a une cause aggravante et qui sont généralement des synéchies iridocornéennes, iridocrystalliniennes, ou une petite diffraction du vitré avec des synéchies iridovitréennes. Et à l'époque, j'avais fait beaucoup d'angiographie de segments antérieurs, et dans tous les cas de l'Irvingas,
tu as une rupture de la barrière hématoculaire au niveau du segment antérieur. À mon avis, les Irving-Gas résistants à la thérapeutique médicale, ils doivent s'opérer. Parfait. Est-ce que... Juste, oui. Par rapport à tout ce que tu as dit, si tu veux, le vrai problème, je ne dis pas qu'il n'y a pas les indications, c'est évident, mais le problème, c'est de savoir, et c'est un peu ce qu'il a dit aussi, le potentiel de dégradation, si tu veux. En fait, la difficulté, elle est là, c'est que, par exemple, tu as des membranes qui sont en fait une métaplasie d'équilibre, et ça évolue plus. À ce moment-là, faut-il les enlever? C'est la question. Il y a des membranes, tu les enlèves, ben, bizarrement, tu vas avoir une aberration. Parce qu'en fait, il faut comprendre que tout ça, c'est extrêmement dynamique. Bon, je sais que je suis peut-être le seul un petit peu à faire la physiologie à fond, mais vous avez une fluidique qui passe. Cette fluidique, elle vient d'abord animée par la lumière, au départ. Et vous avez une fluidique qui va faire un transfert d'oxygène et d'eau qui va passer à la fois du vitré, dans votre rétine, dans la choroïde, et ainsi de suite. Donc, quand vous avez quelque chose comme ça, il y a une réaction. Cette réaction, elle est faite par les cellules astrocytaires, et puis aussi les mulaires, c'est certain, mais dans certains cas, il y a une métaplasie qui a complètement figé les choses. C'est une forme cicatricielle. Et tu disais aussi pour les Irving-Gas, c'est pareil. Les Irving-Gas, on les traite, ils vont partir. Effectivement, les Irving-Gas qui durent plus de 6 mois ou 8 mois, là, vous pouvez poser la question de faire quelque chose. Les diabétiques, c'est pareil. La difficulté, c'est de dire, là, ça va plus évoluer, il faut faire quelque chose d'autre. Excuse-moi, je vois, juste tu parles de mauvais et tout ça, parce qu'en fait, la condition nécessaire et suffisante à l'intervention sur une membrane, c'est son inflammation. Donc, si tu veux, quand on pose l'indication d'une membrane, tous, on a constaté l'augmentation du volume vacuolaire, la baisse de la visuelle. Donc, si tu veux, bien sûr que le papy qui est à 6P3 depuis 10 ans avec sa membrane, la seule volume vacuolaire. Et généralement, d'ailleurs, il a un peu d'incidence sur son volume vacuolaire. Je suis d'accord avec toi, Jean-Paul. Effectivement, même si on regarde notre suivi, on a dit qu'entre le diagnostic et la chirurgie, c'était 7 mois sans IVT, mais on a vu qu'il y a des intervalles entre 1 à 84 mois, donc des patients qui restent très longtemps stables, et on les opère quand ils ne sont plus en état de homéostasie, comme tu dis, donc quand ils se dégradent, on va faire quelque chose. Est-ce que vous allez faire quand même, avant de passer à la chirurgie, des injections intra-artérielles, de passer vite dans les membranes, dans ce type de pathologie, membrane de traction ventromaculaire? Quelqu'un qui essaye quand même des injections avant de passer dans les membranes ou les tractions ventromaculaires? Dans les Irving-Gas, des fois, oui. Oui, là, c'est dans les membranes de traction ventromaculaire. Donc, dans les membranes et les tractions, je pense que personne ne peut faire des injections. Je reçois souvent des demandes de chirurgie parce qu'il y a un échec, même dans ce type de pathologie adressée, pour dire voilà, je vous l'envoie pour la chirurgie parce qu'il y a un échec de injections dans des membranes, dans des tractions. Ça arrive. Et je pense qu'ici, on ne le fait pas. Effectivement, dans les occlusions, le démaculaire diabétique et l'Irving-Gas, est-ce que vous allez essayer de faire des injections intraventrales avant de proposer une chirurgie? Toi, tu as dit que oui, dans l'Irving-Gas, tu j'avais pas encore l'étude, peut-être que je vais changer, peut-être prolonger le traitement médical sans faire d'injection, me donner peut-être plus de temps qu'avant. La pression du patient, quand il ne va pas bien après une chirurgie appareil, c'est ça qui est difficile à manager. Peut-être qu'il faut donner un peu plus de temps pour le traitement médical. C'est vrai que l'injection va donner peut-être un gain plus vite, mais à terme, son terme va peut-être, ce qu'on a vu, c'est dans les moments du temps. Peut-être que j'adapterons aussi. Oui, Youssef. L'article pour vous, traitement médical, qu'est-ce que vous entendez par traitement médical pour l'Irving-Gas? Ah, c'est AINS et Diamox si besoin, mais pas d'injection. Je parle de traitement de l'Irving-Gas. Corticoïdes locaux. Est-ce que quelqu'un utilise autre chose comme traitement médical ou est-ce qu'il ajoute d'autres traitements que les AINS ou le Diamox? Je fais Diamox, AINS et Cosex. Le Diamox en goutte. Et les corticoïdes locaux, en plus. C'est voire même des suppléments de l'accord, c'est de Non. Non, je veux des avis. Je voulais avancer par la suite sur les questions des patients FAC. Est-ce que vous allez continuer à faire une chirurgie combinée, systématique ou pas?
ou est-ce que vous allez faire une vitrectomie et la phaco plus ou moins deuxième temps sur une cataracte qui a pas, qui est pour continuer à faire des chirurgies combinées systématiques. Systématique. Ah, ouais. Régulièrement. Régulièrement, principalement. Qui veut faire la vitrectomie au pelage en premier temps et gérer la cataracte à distance? La question c'était est-ce qu'après l'étude ou après les discussions ça va changer ça? Est-ce que vous allez vous limiter à faire une vitrectomie postérieure chez les patients FAC vu les résultats? Ou vous allez faire plutôt une vitrectomie complète, élargie pour chercher les éventuelles déchirures chez le patient FAC? Limité. En majorité. Voilà. Chez le patient pseudo-FAC, est-ce que vous allez faire qu'une vitrectomie pareille? Donc vous traitez tout le monde pareil, dire voilà, je fais toujours un pelage avec une vitrectomie limitée, ou je vais aller plutôt chez le patient pseudo-FAC, m'adapter, faire une vitrectomie complète ou élargie pour chercher des éventuels déchirures périphériques. Est-ce que vous changez votre stratégie thérapeutique pour une membrane ou un œdème maculaire en fonction de l'état cristalline? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui traite différemment ce type de patient? Après, on fait la même technique, indifféremment. Est-ce que, concernant le tamponnement, est-ce que tout le monde met de l'herbe ou du gaz systématique? Après, il faut que tu rappelles quand même que ce qu'on avait dans l'étude, c'est que quand on mettait, j'étais étonné, plus de la moitié mettre de l'herbe ou du gaz. C'est énorme. Moi, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi répandu. Et dans l'étude, ce qu'on a montré, c'est que tu avais meilleur gain d'acuité visuelle. Non, pratiquement pareil. Un tout petit peu mieux, on va dire. Mais plus de complications. Avec plus de risque de décollement de rétine, c'est doublé à peu près le risque. Donc la question, c'est est-ce qu'on va, ceux qui font, dont moi aussi, est-ce qu'on va continuer à mettre du bulle d'air aux fins d'intervention, même s'il n'y a pas de déhiscence périphérique, ou non? Peut-être que, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui met systématiquement du tamponnement par air? On l'a vu que plus de la moitié, donc moi, forcément, j'en mettais. Mais systématique. Moi, je ne fais pas systématique. Ou si tu as une hypotonie. Pour gérer l'hypothèse. Côté VGMA 002, il y a beaucoup qui le font. Bah. Franck Becker, ce qu'il dit. Tu peux coter 100 mètres, lui, il était plus sûr. On a vu que dans les plus de la moitié, on avait un tamponnement, et le nombre de déchirures, c'était pas presque ça. Est-ce que vous allez changer de gauche, sachant qu'on a vu qu'en 23 gauche, il y a moins de complications? Est-ce que vous allez passer au 23, vous restez au 25, 27? Je pense que c'est justement. Vous n'allez pas changer d'avis juste pour l'étude. On va passer en 20. Pardon. En 20. Si tu arrives à trouver des cassés, c'est tout ce qu'il faut. Est-ce que vu les résultats de l'étude, vous allez changer de machine de vitrectomie, oui ou non? Et après, la question, c'est vers quel type de machine vous allez passer. A priori, c'est une question peut-être qu'on va répondre. Vers le contrôle de débit ou le type de venture. Et pour finir, je vous proposerai, si vous êtes d'accord, pour continuer ce type d'études, pour la prochaine fois attaquer, on discutera peut-être lors de l'Assemblée, discuter, faire une étude de la SRD sur les Troumac. Et pour ceux qui sont partants, vous donner un prototype qu'il faut l'envoyer directement. Oui, du coup, et c'est autre chose, les communications, les données Excel, on peut vous les donner, ceux qui ont participé à l'étude, si vous voulez les présenter après dans vos villes, et que vous avez besoin qu'on vous les, la SRD vous les donne, voilà, on peut vous les donner, on va les demander sur, soit sur vos mails perso, soit sur la SRD, et voilà, on vous donnera vraiment les belles données brutes si vous voulez faire vos propres traitements de données. Et donc voilà, comme disait André, je pense qu'une des chances qu'on a, c'est qu'avec ce type d'études, on peut justifier nos attitudes thérapeutiques. Et donc, peut-être le seul point moi, que j'ai vu, c'est qu'il y a beaucoup de pertes de vue en fait. On a des correspondants, on ne connaît pas l'évolution.
Et je pense que si vous le savez suffisamment à l'avance, peut-être qu'il faut envoyer un courrier. Si vous avez des questions dans la salle, Didier? J'ai plutôt deux commentaires. Je me lève parce que j'ai réfléchi à ce que je voulais dire et je pense que c'est important. Premièrement, je voudrais complimenter, premier commentaire, vous complimenter de ce travail incroyable et tellement enrichissant que vous avez fait. Je sais les efforts que ça demande et vous avez été d'une générosité extrême et vraiment je suis fier que la SRV continue avec des gens comme vous. Ce qui s'est passé là est incroyable. Ceux qui ont envoyé leur cas ont utilisé, sans le savoir, ce bras de levier énorme des études en commun pour bâtir, pour construire les guidelines qui vont leur servir dès demain. Moi, je trouve ça enthousiasmant. Quelle société fait ça? Est-ce qu'à la SFO, on vous a déjà proposé de faire une étude sur la chirurgie maculaire? Ils ont bien trop peur de déplaire à Novartis et à Bayer. Est-ce que au CFCR, ils vont vous proposer de faire une étude? Ils ont bien trop peur de déplaire à Alcon. Là, c'est une société courageuse qui s'en fout, qui dit on va faire, quels que soient les résultats, même si ça déplaît à tel ou tel laboratoire, on construit les lignes directrices qui vont vous faire changer votre attitude dès le lendemain. Je trouve ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi en tout cas, j'ai appris énormément de choses là. De savoir que le pseudo-fac fait 2 fois plus de décollement que le fac. Moi, j'étais resté sur mon acquis que le décollement, il se faisait lors de la constitution du DPV. Mais c'est pas vrai. Lorsque le DPV est fait chez le pseudo-fac et que le vitré est attaché à la base, eh bien, le fait de faire une vitrectomie, ça fait ouvrir d'autres déchirures et ça crée d'autres décollements. Et c'est pas nul comme conséquence, parce que ça peut changer complètement notre façon de faire. Ça, c'est tout à fait nouveau. C'est tout à fait nouveau, et c'est la SRV qui vient de le publier, enfin qui va le publier. J'espère que vous aurez la force de le publier dans des revues internationales ou à la SFO, parce que c'est au passage qui va vous faire un retour sur investissement, parce que quand on montre un objectif que l'IVT est moins bon que la chirurgie, eh ben ça va vous augmenter vos indications chirurgicales. Donc, essayez de répondre aux mails du board de la SRV, participer à ces choses, c'est tellement important. Deuxième commentaire que je voulais faire, c'est sur les statistiques. Il est de bon ton de dire les statistiques, c'est une bonne façon de mentir. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Surtout tout à l'heure, il y a Mounir qui vous a présenté une statistique sur sa conviction sur les gauches. Il en est persuadé, il est sur son expérience. C'est comme ça qu'il faut faire. Pierre Albinet, demain, va nous parler de son idée de la combiner. Il le pense profondément. Un autre va nous parler de ce qu'il opère avec une Venturi et qu'il est content. Vous le pensez profondément. Pourquoi? Parce qu'il y a quoi? Il y a 2% de complications, 4%, 5%. Vous savez qu'un malade qui guérit vous rapporte 6 malades. Un malade qui ne guérit pas vous en enlève 13. Ça veut dire que peu importe le nombre de trucs, votre clientèle va continuer à monter. Mais quand on compare ses sentiments intimes, ses convictions intimes avec la puissance d'une étude de cette importance, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Que Mounir a tort, que Pierre a tort, et que celui qui opère en Venturi, ben, il a 5 fois plus de décollement que les autres, comme cela a été prouvé par le IVRS Floater Study. Eh bien, ça c'est quand même incroyable, cette force, cette vérité qu'apportent les statistiques. Et je vais, pour terminer, vous donner un détail sur ces vérités. J'avais fait effectuer le IVRS LI Study il y a 12 ans. Le
IVRS maculaire gymnastique. Il y a 12 ans. C'était pas les mêmes malades, c'était pas les mêmes médecins, c'était pas les mêmes sujets, etc. Acuité visuelle, amélioration visuelle inférieure quand l'acuité de départ était inférieure à 1/10. 8 marche 8, là on a 8 marche 7, pareil. Épaisseur maculaire après 1 an, 335 microns pour l'étude de l'EVRS, 335 microns pour l'étude de la SRV. Comme si la vérité statistique apportait de la force à la vérité de la précédente statistique, comme si la vérité donnait de la force à la vérité. Donc, je vous en prie de continuer ces études, c'est tellement fantastique, c'est tellement formidable, et je suis content que ce soit la SRV qui fasse ça. Merci encore.